Alors, c'est l'heure de décortiquer l'actualité de la semaine. Madame, Monsieur, vous savez que chaque semaine, des nouvelles actualités et nous sommes là pour en parler. Alors, nous avons le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau un élu de la ville de Kinshasa, ancien vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, également premier vice-président du caucus de députés nationaux de la capitale de la RDC. Il est à plusieurs casquettes, hein. Membre du parti présidentiel UDPS, également membre de l'Union sacrée de la nation. Il s'agit du député national Francis Tchibalabala. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir à vous aussi, madame, messieurs. Alors, nous allons décortiquer plusieurs sujets d'actualité sur ce plateau, notamment la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et vous avez suivi l'allocution du président de la République au-delà des frontières de la RDC. Plusieurs questions et nous sommes là pour en parler. Francis Tchibalabala, comment allez-vous? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Je crois que c'est valable pour vous aussi. Dieu fait grâce. Un plaisir de vous retrouver après la rentrée parlementaire. Le plaisir est partagé en principe parce que je suis heureux chaque fois que je reçois l'invitation du Congo Web. Et quand ça arrive, une fois que je suis disponible, je fais toujours acte de présence. Alors, c'est un plaisir, comme je le disais, de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes élu de la capitale de la République démocratique du Congo et vous revenez des vacances parlementaires parce que la rentrée, c'était le 15 septembre 2024. Les Congolais qui sont en train de vous suivre veulent bien savoir, les vacances parlementaires, ce n'est pas quand même des vacances pour vous reposer. C'est aller à la rencontre de vos bases, en effet, de votre base. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période? Bon, s'agissant de moi personnellement, j'ai toujours été en vacances parlementaires. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai gardé cette proximité avec mes électeurs depuis que j'ai été élu, depuis mon premier mandat. Doublement élu également, hein, pour cette législature à l'Assemblée provinciale et à l'Assemblée nationale. En effet, oui. Nous avons toujours gardé cette proximité-là. On n'a jamais coupé les ponts avec nos électeurs. C'est même pendant que nous sommes en session que la base vient régulièrement à la maison pour nous faire part justement de leurs desiderata, des problèmes qu'elles traversent. Donc nous sommes au contact de notre population. Mais selon le calendrier ou selon le règlement intérieur, nous venons fraîchement de sortir des vacances parlementaires. Nous avons mis cette période à profit au bonheur de notre peuple, de nos électeurs. Nous avons effectué plusieurs descentes dans des coins où des problèmes se posent avec acuité. Nous avons rencontré nos populations de Tchangou. Ils nous ont fait part de problèmes qu'ils traversent, de leurs desiderata. Et nous avons consigné ça dans notre rapport de vacances parlementaires, qui est déjà déposé au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, c'est déjà déposé. Okay. Et dans ces rapports, nous avons repris pratiquement les problèmes que rencontrent nos électeurs dans cette partie de la capitale. Lesquels, par exemple? Les problèmes d'insécurité, avec cette insécurité grandissante dans cette partie de Kinshasa. Les Kuluna, donc les banditismes urbains, qui a vraiment atteint son paroxysme. Et les problèmes d'eau qui se posent sérieusement, surtout à Ntsele, à Maluku, à Kimbantseke. Il y a des sérieux problèmes d'eau. Il y a le problème de canalisation d'eau, parce que nous sommes déjà pendant la saison de pluie. Il y a la crue qui est inévitable. Vous verrez qu'il y aura des populations qui seront immergées à cause du manque des infrastructures pouvant canaliser les eaux de pluie. Et je crois qu'en dehors de ça, il y a des problèmes de transport, les embouteillages monstres depuis un certain moment. Et si d'ailleurs, c'est la proposition que nous avons toujours faite, si on pouvait reprendre avec les trains, ça va faciliter quand même mais pourquoi pas aussi utiliser la voie fluviale, comme c'est un peu ailleurs aussi? Ici, je crois que ça va demander peut-être beaucoup de moyens, et puis avec tous les risques que ça comporte, mais la voie ferrée, je crois qu'il
Il y a des travaux qui vont débuter bientôt. Ça va quand même faciliter. On a l'impression que c'est le slogan parce que nous avons quand même vu ce projet sur la table du président de la République depuis l'avènement de Félix Tshisekedi lors de son premier mandat. En dehors de ça, vous m'avez coupé le sifflet. En dehors de ça, il y a des problèmes des routes. La commune, comme la commune de Kimbantseke, si je vous dis que cette commune, qui a plus ou moins 7 millions de Congolais, n'a pas de route, vous n'allez pas me croire. Donc c'est inconcevable. Toute la commune de Kimbantseke n'a pas de route. Donc les gens sont enclavés, ils ont du mal à arriver en ville, à arriver au niveau de Pascal, de Boulevard, etc. Même au niveau de quartier. Et donc c'est vraiment difficile, il n'y a pas de route. Vous avez été quand même... Et il n'y a pas que Kimbantseke, il y a Massina, il y a ainsi de sorte. Les problèmes des routes aussi se posent. Et je crois que tout ça, nous avons recueilli les desiderata de nos populations. C'est consigné dans notre rapport de vacances parlementaires. Nous espérons que ce gouvernement va soulager un tant soit peu la difficulté de notre population. Vous avez quand même été vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et votre rôle était quand même de suivre de près les actions du gouvernement en son temps, c'était Ngobila. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez rattrapé par le travail, certainement, qui n'a pas été bien fait? Bon, c'est vrai, il y a eu quelques réalisations, mais laisse-moi vous dire que ces réalisations n'ont pas atteint les seuils de l'acceptable, parce que le besoin en termes de route est tellement énorme. Et vous avez aussi votre part de responsabilité? On ne peut pas construire une route seulement et conclure que nous avons répondu aux problèmes de nos populations. Donc, il y a eu des routes qui ont été construites pendant notre mandat, par exemple, mais c'est insuffisant. L'insécurité, ça, nous vivons avec, c'est notre lot quotidien. Et je crois qu'il y a des mesures efficaces qui doivent être prises par ces gouvernements. On doit recruter de nouveaux policiers, on doit équiper notre police. Vous savez, ça, c'est un problème transversal qui concerne et l'exécutif provincial et l'exécutif national. Je crois que si nous avons vraiment la volonté de faire avancer les choses, nous allons y parvenir. Mais je suis convaincu que ce gouvernement qui a pris la mesure de la situation, de l'insécurité que connaissent notre population, va quand même déployer les moyens suffisants pour répondre à ces besoins. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Organisation. Et l'érection de la ville, c'est quand même un axe majeur que nous avons dit pendant la campagne. Mais ce qu'il y a d'intéressant, il y a une coordination qui est très avancée dans la réflexion, dans la mise en place de ce grand projet. Vous savez qu'aujourd'hui, certes, il est vrai, nous avons perdu cette culture des grands travaux. Ça fait belle lurette. Mais ça, c'est une réalité que nous allons vivre. Déjà là, au mois d'octobre, comme on vient d'être renseigné par le coordinateur de ce projet d'extension de la nouvelle ville, de la ville de Kinshasa, première phase qui consiste à mettre la mise en place de la zone industrielle, qui commencera déjà le mois d'octobre. Et il y a déjà des effets qui vont se sentir, parce que nous avons dit, le programme Kinshasa Ezobonga a pour pilier le programme du chef de l'État, qui parle justement de l'emploi, création d'emplois, mais également des villes assainies. Donc ici, il y a quelques axes déjà qui seront très alignés. Vous voyez que dès octobre, il y a 10 000 emplois directs qui vont commencer déjà à se mettre en place. Mais également, dans l'avenir, nous savons qu'il y aura une très belle ville qui s'est érigée dans cette zone. Après, justement, la zone industrielle qui va commencer. Et tout ce qui va s'en suivre, l'écosystème qui va se mettre en place, sera une ville totalement résiliente, Kinshasa, Kiamona. Donc ici, de dire aux Kinois que l'espoir, nous en avons besoin et que Kinshasa va être justement cette ville résiliente. Et ce grand projet de l'extension de la nouvelle ville est une réalité. Donc d'ici octobre, la première phase va commencer. Les jours à venir, nous allons voir une ville érigée en ces lieux qui pourra faire encore la fierté, non seulement des Kinois, mais des Congolais dans son ensemble. Aujourd'hui, il était impérieux que Kinshasa résolve cette problématique de la promiscuité, mais également de sa modernisation. Certes, il est vrai, comme je disais tantôt ici, il y a une nécessité
de mettre en place de projets à fort impact, de grands projets, les grands travaux. Cette politique est importante parce que ça résout aussi la problématique de l'emploi. Alors, nous avons mis en place, comme nous étions en chaîne de vente, nous avons non seulement présenté les problèmes de Kinshasa que nous avons, mais également cette grande vision de la nouvelle ville pour essayer d'attirer le monde. Un budget de 11 milliards de dollars pour ces 5 ans. Bon, je crois aujourd'hui, je vais bien que Kinshasa a besoin de beaucoup d'argent pour faire face à ce qu'il a comme préoccupation. Il y a des choses qu'il faut commencer en amont. Aujourd'hui, en amont, on a toujours dit il y a réglementé les bars. Il y a l'édit numéro 003 qui parle de l'assainissement. Et dans cet édit-là, on interdisait l'utilisation de bouteilles en plastique. On a vu une usine qui est ouverte à Maluku, qui produit, si je ne commets pas d'erreur, c'est plus de 1 million et quelques bouteilles en plastique par jour. Ça montre qu'il y a un problème. Si la ville, connaissant ces lois, communiquer bien avec le gouvernement central, il y aura moins. Aujourd'hui, il y a les Congolais ou les Quinois est confronté au phénomène BMV que les Rwandais nous ont laissé. Pour dire qu'ils disent que les Congolais, leur spécialité c'est de boire. Il y a la femme et puis il y a l'argent. Mais on ne lui interdit pas de fermer les bars. Nous lui demandons juste de réglementer les bars. Chaque personne qui vient demander son autorisation d'ouverture pour ses activités qu'il veut exercer, il y a l'adresse. Pourquoi la majorité des bars aujourd'hui sont sur des emprises? On a l'édit numéro 005 qui parle sur la nuisance sonore. Ça ne demande pas de l'argent. Avant de parler argent, il est important de commencer d'abord par les activités qui ne demandent pas. À ce moment-là, nous allons réduire même... on ne peut pas tout finir en une fois. Bon, il y a l'insécurité qui va baisser, il y a la nuisance sonore qui va baisser, il y a des embouteillages qui vont il y a tout un tas de choses qui pourront baisser s'il est réglementé que les bars. Et puis les Kinois vont commencer à réfléchir. Mais la politique aujourd'hui, dès qu'il a commencé, ça, je dirais, c'est la continuité du mal. Autre chose aussi, c'est des cités qui sont en train de naître. Je prends le cas là où il y a l'hôpital de Kitambo, là où c'était prévu de construire son station. On a vu la ville qui a pu spolier cet endroit-là. Est-ce que dans cet endroit-là, dans les plans d'urbanisation de Kinshasa, c'était prévu d'avoir des maisons d'habitation ou d'avoir la continuité d'une ou l'extension d'un hôpital qui allait permettre, même par rapport à la gestion des déchets, ça allait être différent. Il y a les positifs et les négatifs, mais il y a des décisions à prendre. L'hôpital de Kitambo, c'est un coin à raser. L'extension là. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe au niveau de la baie d'Ingalema du côté de Chanik, c'est un endroit où on devait avoir construire. Mais il faut voir, avant c'était la nuit, aujourd'hui même le jour. Ça montre qu'il y a des décisions qui ne demandent pas de l'argent, où les Kinois sentent quand même que la personne qui est là, il a de l'autorité. Les morts ne sont pas morts, dit-on. C'est ce qui explique la visite de l'homme d'affaires Gabriel Chabani Lissassi à la tombe de son défunt père Chabani Moukouboua Dédoné. Une pratique qui s'inscrit évidemment parmi des valeurs africaines. L'incontournable Gabriel Chabani, en porteur de symboles de dignité familiale, a honoré encore une fois la mémoire de son regretté père par des propos qui réchauffent le cœur. Chaque année 2020, le conduit à 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, tout le monde est moi, le monde est bien, c'est clair, tout ça, le sous la messe, mais le c'était pour ta maman, bref, bon. Mais quand ils ont ça, c'est un côté bimibou, les autres, toujours. Les autres rappellent, Chabani record, obligé. Donc je suis là, le bâtir, toujours sur Manayo. Au vu aussi de ceux qui l'ont accompagné dans la réussite de ces recueillements, le patron de Conweb Télévision a promis de se rendre incessamment à la dernière demeure de l'illustre disparu au regard de ce souvenir qui ne peut passer inaperçu en aucun cas. Moi, papa m'a fait 3 jours avant que ce soit pendant presque 1 heure du temps. On a enregistré la conversation, on a enregistré en gros. Si c'est comme un azaté, mais quand la mine était dans le pays, il y a une volonté. Il fallait que la volonté toute la terre va expliquer à la maman, national
chaque année. Même plus, à partir de la il y a un peu plus de soutenir toujours ensemble. Donc, merci. Grâce à eux, vous avez vivant. Toujours que nous allons on est ensemble. Signalons qu'il y a 4 ans, jour pour jour, que le père de tous les Chabani quittait cette terre des hommes. Assemblée nationale, Francis Chibalabala, comment est-ce que vous trouvez le leadership du président Vital Kamerhe? Voilà, je crois que il n'a même pas fait une année depuis qu'on est là. C'est notre première session, la session ordinaire. Heureusement, elle est une session budgétaire. Et pendant cette session, nous allons voir comment les débats sera orienté, parce que c'est au cours de cette session que nous devons en principe poser les problèmes qui rencontrent nos populations, qui rencontrent notre population. La première ministre viendra présenter son budget et le budget doit reprendre tout, si pas tout, mais la majorité de problèmes que rencontre notre population. Donc nous voulons qu'il y ait une certaine liberté dans la prise des paroles des collègues, parce que nous avons été sur le terrain, nous avons rencontré nos électeurs, nous vivons avec eux, nous connaissons le problème fondamental qu'ils rencontrent. Et si vraiment on va nous accorder justement des temps de parole suffisants pour nous permettre de faire entendre le voix de nos électeurs à la première ministre, je crois que c'est par là que nous allons juger l'actuel président de l'Assemblée. Mais à ce que je sache, il est déjà en train de nous donner l'impression d'être réellement les produits que nous avons formés, parce qu'il est notre émanation. Il est notre émanation, parce que c'est nous qui l'avions placé à ces postes-là. Et en tout cas, jusqu'ici, il n'a pas encore déçu. J'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de son mandat. Mais je profite aussi pour demander aux collègues d'être vraiment regardants par rapport à ces budgets, ces projets de budget. Il faut veiller à ce que les desiderata de nos populations trouver des réponses à travers les budgets qui sera par nous voté. Je crois que si on le fait bien, notre population. Mais déjà, sera le projet heureuse. Est déposé à l'Assemblée nationale. Est-ce un budget réaliste? Bon, nous sommes en train de faire quand même des observations. Je crois que le cadre n'est pas indiqué ici parce qu'elle n'est pas encore passée pour présenter son projet de budget. Nous allons le faire à l'hémicycle. Nous allons relever des insuffisances parce qu'il s'agit bien entendu d'une œuvre humaine. Elle ne peut pas être parfaite, elle est perfectible. Et à travers justement nos critiques, à travers nos observations, elle va bonifier cette œuvre pour qu'elle puisse rencontrer réellement les attentes de nos populations. Alors aujourd'hui, vous êtes à l'Assemblée nationale, mais vous étiez quand même à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et Kinshasa aujourd'hui a un nouveau gouverneur qui amène une autre vision. Quel est votre regard face à la vision de Daniel Bumba? Bon, je ne sais pas à ce jour formuler faire une analyse par rapport à sa gestion, parce que comme je l'ai fait pour les présidents, comme je l'ai fait pour les présidents de l'Assemblée, on a besoin de signaux forts. Il vient à peine d'être investi. À peine. Il s'est engagé dans une série de réformes. Je crois qu'avec les temps, ça va porter ses fruits. Ou vous voulez dire que c'est une question qui vous met mal à l'aise parce que c'est un membre de votre famille politique? Je ne dis pas ça. Les réformes vont porter leurs fruits peut-être dans les jours qui viennent. Mais avec son projet Kinshasa et Zobonga, je lui accorde quand même les bénéfices du doute par rapport à la réussite de ce projet. Il est vent debout contre la situation dans laquelle se trouve notre capitale. Il veut nous sortir de l'auberge
Je crois que cette détermination me convainc personnellement à être optimiste quant à la réussite de son mandat. Nous espérons qu'il réussisse. Il en va aussi de l'intérêt de nos électeurs. Nous sommes des élus quinois, donc les problèmes que traversent nos électeurs, nous les vivons aussi dans notre peau. Et pour que nos électeurs trouvent satisfaction à travers l'action parlementaire que nous menons, je crois qu'il faudra que l'exécutif vienne à son secours en réalisant justement des projets de nature à alléger quand même un tant soit peu la situation de nos électeurs. Donc nous voulons qu'il réussisse, nous allons l'accompagner en tant qu'élu de Kinshasa, au même titre que les élus provinciaux, parce que, comme je l'ai dit, nos électeurs sont des Quinois, il faut que la situation des Quinois puisse changer. Il est certes vrai qu'il n'a pas un pouvoir messianique, où ce n'est pas par un coup de baguette magique qu'il va changer radicalement la situation. Kinshasa est dans un trou profond, ce n'est pas en un tournement que la situation va radicalement changer. Mais on doit déjà quand même avoir des signaux forts. Mais nous voulons que les choses évoluent positivement. Jean Mangalibi était en train de dire que pour réglementer les bars, on n'a pas besoin de moyens financiers. En effet, parce que déjà aujourd'hui, nous devons quand même reconnaître que les nuisances sonores ont sensiblement baissé. Ça, il faut le reconnaître. À une certaine heure, les bars ferment. Est-ce qu'on a besoin que les nuisances sonores puissent baisser ou on doit respecter les édits? Non, j'ai dit sensiblement baisser parce que dans certains coins où l'État ou la police est absente, dans certains coins, je crois que là, c'est quand même le Far West qui continue. Mais chez moi, par exemple, à côté de chez moi, les heures où il faut réduire le décibel de la voix, des instruments, etc., sont quand même respectés. Là, il faut le reconnaître. Il y a des heures où il faut carrément fermer la musique pour que ça ne dérange pas le voisin. Mais c'est vrai que ce n'est pas total. Et là, je pense qu'il faudra que l'exécutif provincial puisse aussi encore mettre un accent particulier, notamment sur les églises. Parce qu'à ces niveaux-là, je crois que le respect n'est pas total, mais il s'agit quand même de la quiétude de nos populations. Il nous arrive parfois, vous rentrez à la maison lassé, vous devez vous reposer, mais avec la musique, il y a l'église à côté, à droite, etc. Et aux heures avancées, ça continue à chanter, ça vous empêche de vous reposer. Je crois qu'il y a des choses qui doivent quand même évoluer. Sous d'autres cieux, ce n'est pas le cas. Les gens ont tendance à dire que voilà, il s'agit d'une œuvre chrétienne. Et sous d'autres cieux, comment ça se passe? Sous d'autres cieux, vous ne verrez pas une église en train de déranger le voisin. Moi, je suis allé prier plus d'une fois dans nos extensions qui sont à l'étranger, mais vous n'entendrez les sons de la musique que lorsque vous êtes dans la salle. Mais parce que là, il y a l'État qui existe. Justement, nous devons aussi arriver à copier ce qui est bon. Ceux qui nous ont amené l'évangile, eux-mêmes, ils respectent le droit de l'autre. Ils respectent la quiétude des autres. Donc nous devons aussi leur emboîter le pas. Donc il ne faut pas que nous puissions inventer la roue alors qu'elle existe déjà. Alors cette question de plusieurs internautes, lorsque le président de la République a prononcé son discours pour le deuxième mandat, Félix Tshisekedi, bon, déjà pendant la campagne, il demandait un deuxième mandat pour consolider quand même les acquis, vous vous rappelez très bien. Alors aujourd'hui, les Congolais se posent la question, quels sont les acquis que vous êtes en train de consolider? Les acquis que nous sommes en train de consolider par rapport à la gestion de Félix-Antoine Tshisekedi, parce qu'on a l'impression que les choses ne changent pas. Mais dites-nous les acquis que vous êtes en train de consolider. La gratuité de l'enseignement de base, ce sont des acquis qu'on doit consolider. Les enseignants en grève, les inspecteurs en grève. La grève, on l'observe même sous d'autres échelles. Non, mais en RDC, c'est quand même inquiétant. RDC, c'est quand même inquiétant et les menaces des grèves sont presque dans plusieurs domaines. C'est une réalité vivante dans tous les pays du monde. La grève existe toujours. Donc, les acquis sont là. La gratuité de la maternité, ce sont des acquis. Les infrastructures aujourd'hui, la construction des universités, des écoles, tout ça, ce sont des acquis que nous devons consolider. Vous comprenez? Donc, dire que... Dans quelles conditions, en fait? Et les sociales, parce que le ventre affamé n'a point doré. Non, mais même l'éducation fait partie du social. La maternité fait partie du social aussi. Oui, mais je suis bien d'accord avec vous, mais le ventre affamé n'a point doré. En effet, mais vous savez,
je crois que la flambée des prix, ça a été démontré par les techniciens, par les économistes. Ce n'est pas le fait du régime. C'est dans tous les pays du monde qu'on observe la flambée des prix aujourd'hui. La rareté de certains produits, c'est dû à la guerre qui s'observe en Russie, en Ukraine. C'est dû à beaucoup de facteurs que nous n'en sommes pas auteurs. Des arguments rejetés par l'opposition. Non, mais naturellement, vous savez, mais quelque part, ils ont quand même raison. Vous savez, nous devons quand même faire avancer les débats dans notre classe politique. Depuis un certain moment, l'opposition s'est enfermée dans une dénégation totale de ce que les pouvoirs en place sont en train de réaliser, des performances du pouvoir en place. Ce n'est pas une bande politique. Sous d'autres cieux, par exemple, le débat il est scientifique. Ils doivent nous démontrer comment est-ce que les prix ne pouvaient pas grimper, comment est-ce qu'il n'y aurait pas rareté de tels produits, alors que la situation globale démontre que c'est à cause de la guerre, à cause des situations que nous connaissons dans le monde, que cette situation est advenue. Donc, c'est du populisme tout simplement, mais le plus important ici, c'est de prendre des mesures pour endiguer quand même cette situation, afin que la population puisse... Alors le chômage, on en parle, l'impunité, on continue d'en parler en RDC, le détournement, on en parle également, vous consolidez également? Non, je crois que les détournements, c'est nous qui les dénonçons, vous comprenez, et le président de la République s'est engagé dans une guerre sans merci contre les détournements, la corruption, etc. Et où sont les résultats? Les résultats sont là, je vous donne un fait. Allez-y. Saillant, l'IGF, nous avons toujours connu l'IGF, a toujours existé dans ces pays. Mais aujourd'hui, l'IGF a l'IGF, c'est un acquis déjà du premier mandat, mais la suite... Non, mais ça continue. Le deuxième mandat vient de commencer. Nicolas Kazadi. Il y a des hommes forts de ces pays qui ont été arrêtés, qui ont été jugés, qui ont été condamnés et écroués à cause des faits justement des détournements des deniers publics. Mais écoutez, madame, il ne suffit pas de dénoncer pour que la personne soit reconnue coupable. C'est la justice qui condamne. L'IGF, c'est un organe technique qui fait le rapport. Il doit renvoyer son rapport auprès de la justice. La justice, après avoir minutieusement mené des enquêtes, sur base des éléments à sa disposition, si elle estime que les faits incriminés sont avérés, la justice va vous condamner. Mais si la justice trouve que les faits ne sont pas fondés, vous comprenez, elle ne doit pas vous condamner pour plaire à certaines personnes. Donc, les faits de Nicolas Kazadi... Jusqu'ici, la justice ne s'est jamais saisie de ce dossier. Alors non, la justice... Oh oui, c'est un cité. Ne doit pas vous condamner, doit apprécier si réellement il est coupable ou pas. Mais celui qui, sur qui pesaient certains indices, a été arrêté, il a été mis en liberté. C'est aussi son droit le plus légitime d'être mis en liberté. Alors que celui qui a décaissé l'argent n'a jamais été inquiété. Mais écoutez, madame, si le même magistrat instructeur, après avoir analysé le dossier, trouve qu'il n'y est pour rien, pourquoi doit-il les mettre en garde à vue? Pourquoi doit-il l'arrêter? Ce n'est pas parce qu'il faudra plaire à certaines personnes qu'il faut priver la liberté à une personne qui, au vu des éléments probants, est pas reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Alors Francis Chibalabala, dites la vérité à cette population qui est en train de vous suivre. 37 ans dans l'opposition, vous avez vu la gestion de plusieurs présidents. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir. Est-ce que vous pouvez dire la vérité que gérer, c'est pas du tout facile comme vous étiez en train de le dénoncer dans l'opposition? Non, mais écoutez, madame, gérer n'a jamais été facile. Vous avez quand même fait rêver la population comme si vous allez changer les choses. Non, écoutez, madame, un bâton magique. Nous devons émettre sur la même longueur d'onde. Non, reconnaissez quand même que vous avez fait rêver la population que les choses allaient changer. Aujourd'hui, s'il faut faire le parallèle entre la gestion du président Kabila et celle du président Tshisekedi, vous conviendrez avec moi que la meilleure gestion, c'est celle du président Tshisekedi. Les faits sont là. Bon? Je parle en termes du budget de l'État. Je parle en termes de la gratuité de l'enseignement.
la gratuité de la maternité. Je parle en termes de l'équipement ou le moyen qui sont mis à la disposition de nos phares d'essai. C'est-à-dire tout ça. Les exemples sont les gens. Si vous avez besoin que nous puissions étaler toutes les réalisations du président, organiser une émission spéciale quant à ça. Mais étant donné qu'il y a eu un temps d'antenne qui est bien déterminé, là je vous dis tout simplement que on ne peut pas comparer les deux gestions. Et il est certes vrai que la situation dans laquelle le président a pris ces pays, et notre pays s'y trouvait, on ne peut pas en un tour de main changer radicalement la situation. Nous sommes en train, effectivement... Qui ne réclame que ce que vous aviez promis. Vous avez promis de l'eau, vous avez promis l'électricité. Je prends un exemple aujourd'hui. Je prends un exemple. Kabila a laissé l'électricité, il y a de familles aujourd'hui... Et c'est le même cas aujourd'hui. Il y a de familles aujourd'hui... Qu'est-ce qui a changé? Il y a des familles aujourd'hui qui dépensaient à l'époque 2 000, 3 000 $ pour la scolarité de leurs enfants, qui ne payent quasiment rien du tout. C'est dans les crédits du président de la République, on doit le reconnaître. Ne pas les reconnaître, ça relève de la mauvaise foi. Le courant... Aujourd'hui, moi je suis député national. En un mois, on va prendre... J'étais député provincial. Tout le jour, je recevais des appels de mes électeurs me demandant de l'argent pour la maternité. Bon, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les femmes enfantent gratuitement. Et il y a une prise en charge des nouveau-nés pendant un mois. Un acquis à consolider. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a deux choses. On ne peut pas aujourd'hui considérer qu'en 5 ans ou en 10 ans, nous allons devenir comme la France. L'Europe a été construite pendant 4 siècles. Ce n'est pas en 10 ans qu'on peut radicalement changer la situation de notre pays. Madame, Messieurs, place à présent à un autre dossier. Nous, membres du cadre de concertation des forces politiques et sociales, plateforme des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile, venons, en application des dispositions des articles 8 de la Constitution, 10 et 16 de la loi organique numéro 7/008 du 4 décembre 2007, portant statut de l'opposition, vous faire part de ce qui suit. Nous avons le regret de constater que le gouvernement que vous dirigez a décidé, depuis son avènement, à l'instar de votre prédécesseur, de réinstaurer la dictature en République démocratique du Congo, en piétinant systématiquement sur le pacte républicain qu'est la Constitution. Il en est de même pour les lois de la République, ainsi que les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme, librement ratifiés par notre pays, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ratifiée par la République démocratique du Congo le 20 juillet 1987. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié le 1er novembre 1976, ainsi que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée par la RDC le 18 mars 1996. En effet, des citoyens engagés dans la défense des droits et libertés fondamentaux ainsi que de l'intérêt général sont arrêtés sans justification valable et pour la plupart détenus au secret en violation des lois de la République et des engagements internationaux auxquels la République démocratique a souscrit. C'est le cas notamment Jean-Marc Kabound, Mike Moukebaï, Daniel Saf ainsi que de Mwamisio Ndungu King de Lucha, arrêté à Goma. Il s'agit de Jacques Zizaera, Gloire Sassita, Veranda Mutsanga, détenu dans le cachot de la DEMIAP, de Alain Siwako, Jean-Paul Ngaingona Diou et Fiston Isambiro. Ces arrestations arbitraires sont en contradiction flagrante avec l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdit toute privation de la liberté arbitraire et garantit le droit de toute personne arrêtée à être informée immédiatement des raisons de son arrestation et à être présentée devant un juge dans un délai raisonnable.
état de droit, l'état oyo et sa possibilité à citoyens de manifester par inquiétude sur telle ou telle question à la société. Mais mon abino n'a vu en haut. Donc pour étudier en haut, peut revenir vers vous. On a vu sur arrestation arbitraire à l'opposant, c'est-à-dire démocratie à respecter à la lettre T. Il y a un alliance pour le changement. Il y a parti alliance, il y a parti honorable président Jean-Marc Kabunda Kabound, où Bakangi est injustement dans la prison centrale à Makal, ensemble avec l'opposant Moussous. Il y a un autre le ministère de la Justice pour la Bissa, que tous a besoin de libérer les prisonniers politiques au Bakangi Bangon à niveau de la prison centrale à Makal. Politique. Nous n'allons pas nous laisser faire, les Congolais nous appartiennent tous. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous sommes décidés, nous sommes descendus sous terrain pour exiger la libération immédiate et sans condition de tous les opposants politiques. Là nous parlons du président Seth Ikouni, du président Jean-Marc Kabound, de Mike Nkebaï, de Daniel Safou et les acteurs de la société civile. Nous n'allons pas accepter, M. Tshilombo n'a pas le droit de museler l'opposition. M. Tshilombo n'a pas le droit de braver la liberté d'expression. Comme nous sommes appelés à être un état de droit, nous devons respecter les droits fondamentaux des citoyens congolais et de tous les opposants de ce droit. Voilà pourquoi nous sommes là. Ces descentes dans les fédérations de l'UDPS dans la ville de Kinshasa ce vendredi 27 septembre n'ont pas perdu d'éclat. Que du monde au milieu de l'engouement lors de l'arrivée du secrétaire général de l'UDPS faisant fonction du président Aï à la fédération de la FUNA sous le contrôle de Pierre Zomba, président fédéral. Faisant partie de la délégation du secrétaire général, le secrétaire général adjoint Jean Tezo a lors de sa prise de parole, après avoir remonté le fil de l'histoire, invité les militantes et militants au respect des statuts du parti et du président Aï. Je vous rappelle que depuis 90 périodes de la conférence, ma communion chez l'UDPS est le Canada limité. Ce qu'on m'a dit, ballon est limité. Bakepemeni na ba frontière. Ba fédéraux, ba cellulaire, ba section na biso au niveau de présidence. Totikali na limité, qu'on soutenir parti. Oh, ils ont dit qu'au Kangama, na Auguste Kabuya. Bien noté. Dans la foulée, les présidents des deux ligues, Christine Mansoni de la Ligue de femmes et Amissi Makutano Adolphe de la Ligue de jeunes, ont pris tour à tour la parole. Intervenant en dernière position, Augustin Kabouya s'est opposé à tout règlement de compte aux frondeurs. Malgré la zone des turbulences, le parti de Félix-Antoine Tshisekedi garde visiblement son ampleur, contrairement aux mensonges sur les réseaux sociaux comme quoi les fédérations de l'UDPS n'existent plus. Communiquer pour annoncer des centres hauts. Na improvisaki yango. Et test pour voir si réellement base ya parti basa toujours na biso ao. Et pour démontrer le contraire. Pour la kisike boza kaka na kati ya parti olandi mutute biso nyonso simafachi beton makambo eleki nango. Dès là, le secrétaire général de l'UDPS faisant fonction du président Aï a pris la direction de la commune de Kinshasa tard dans la soirée. À son arrivée à la fédération de Lukunga dirigée par le président Kabala, Augustin Kabouya a baigné dans une impressionnante marée humaine au rythme des Fimbouya Kekele. Ayant pris parole pour introduire le chef de l'administration du parti au pouvoir, le président Claude Kabala a fait une mise au point concernant le fonctionnement de la convention démocratique du parti conformément à l'article 26 des statuts de l'UDPS. CDP est pour fonctionner. Ceux qui vont continuer à réunion à Bango,
bakamati ba décision yambo ya korande yango public va présenter nanani président du parti. Test de popularité réussi pour le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya. Ce dernier devra étendre dans les jours à venir son itinérance aux autres fédérations du parti. Alors Francis Chibalabala, dites à la population qui est en train de nous suivre à cet instant qui gère le parti présidentiel. Bon, j'aimerais pas aborder les choses de la manière dont vous le souhaitez. Non, mais c'est juste une question parce qu'on a l'impression qu'il y a maintenant deux responsables du parti. Il y a Augustin Kabouya d'un côté, il y a Deo Bizibou qui est de l'autre côté. Nous l'avons constaté aussi. Vous l'avez constaté? Oui, nous l'avons constaté parce que nous avons levé l'option d'être neutre. L'église au milieu du village. Effectivement, de ne pas prendre parti pour un camp. Il est certes vrai que le secrétaire général Kabouya, c'est lui qui est reconnu sur base des textes qui nous régissent, mais il n'en demeure pas moins que c'est lui qu'on a désigné comme secrétaire général ad intérim, aussi a un soubassement qui fait de lui secrétaire général intérimaire. Donc moi je ne suis pas dans les juridismes, mais tout ce que je sais, il y a une certaine bicéphalité, excusez-moi, il y a un bicéphalisme à la tête de notre parti, ce que moi je condamne personnellement, parce que le secrétaire général qui vous met mal à l'aise. Effectivement, parce que le secrétaire général Kabouya est en train de poser des actes. De l'autre côté aussi, nous voyons des actions qui sont menées au nom et pour les comptes de l'UDPS. Ce sont des choses que moi personnellement, j'y condamne. Nous avons besoin que nous puissions tous parler d'une seule voix, que nous puissions nous ranger derrière un leadership rassembleur, un leadership entrevoyant, clairvoyant, pour que nous puissions atteindre le pari. Et notre pari, c'est, puisque nous sommes au pouvoir, c'est de les consolider, mais aussi de nous mettre en ordre de marche pour les élections prochaines. Nous devons conserver le pouvoir. Il y a eu des slogans qui ont été avancés par nous, UDPS, du genre, nous allons conserver ces pouvoirs jusqu'à la venue du Christ. Et pour ce faire... Jusqu'à la venue du Christ. C'était un slogan, mais si nous voulons que ça prenne corps, nous devons être en ordre de marche. Nous devons battre le rappel de troupes. Nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas de dissensions qui sont de nature à fragiliser notre parti politique. Nous devons être ensemble, regarder dans la même direction, au fin d'atteindre justement le pari que je viens de citer précédemment. Donc la situation est un peu ambivalente, mais nous voulons que l'ordre revienne le plus rapidement possible pour le bonheur des combattants et pour le bonheur du peuple congolais, parce que le peuple a fondé son espoir sur l'UDPS et nous ne devons pas trahir justement les espoirs qui ont été fondés sur nous. Alors, il y a certains observateurs, vous l'aviez certainement aussi entendu dans les réseaux sociaux, qui affirment que, au regard de ce qui se passe au sein du parti présidentiel, où les gens mettent, selon le dire de ces personnes, plus leurs intérêts en avant, et il lie cette situation au pays aujourd'hui géré par le parti de feu Étienne Tshisekedi, qui estime et qui affirme qu'il ne faudra rien attendre de l'UDPS incapable de gérer son parti. Alors, que répondez-vous à ces personnes? Nous sommes un parti social-démocrate. Notre action, le président l'a toujours dit, que le bonheur du peuple, c'est la loi suprême. Vous savez combien l'État dépense grâce à cause de la gratuité de l'enseignement? Ce sont des millions et des millions. Le gouvernement est entré en porte-à-faux avec l'Église catholique à cause justement de cette gratuité de l'enseignement. Donc, gratuité de la maternité, tout ça c'est des sociales. Tout ça, ça profite aux Congolais. Nous n'allons pas dire que les enfants qui étudient, ce sont des enfants des étrangers. Ce sont des enfants des Congolais. Non, mais cette crise a quand même duré, non? Non, s'il vous plaît. L'UDPS, au pouvoir, nous avons quand même rencontré les attentes de nos populations. Comme je l'ai dit précédemment, la situation ne peut pas changer radicalement. Nous sommes dans un processus.
les bases sont jetées. Nous devons continuer sur cet élan-là pour, bien entendu, conduire ces peuples au bonheur tant souhaité. Donc, les problèmes qui se passent au niveau de notre parti politique n'ont pas d'incidence sur la gestion du pays, mais en principe, nous devons accompagner le chef de l'État, nous qui sommes sa formation politique, l'accompagner à travers des propositions, à travers des idées, à travers des actions, des natures à faire la visibilité des actions du président, aussi à l'accompagner à travers nos idées, comme je l'ai dit, pour que, et même à veiller à ce que les programmes du gouvernement soient exécutés littéralement, tel qu'il a été présenté, parce que nous avons des fédérations à travers tout le pays. Nos fédéraux et les membres du parti sont en contact avec la population, ils vivent les situations difficiles que rencontre cette population-là, et si notre parti pouvait accompagner le chef de l'État à travers les enquêtes qui seraient en train d'être menées dans des provinces pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et rapporter ça au niveau de l'exécutif national, je crois que ça serait encore une très bonne chose. Mais vous êtes quand même conscient que vous êtes en train de perdre, parce que ce contrôle et cet accompagnement, on ne le sent plus depuis un temps. Et il y a quelqu'un qui disait l'autre fois que le président de la République est en train même de faire certaines nominations sans associer les deux partis. Oui, et là, c'est le parti UDPS qui est en train de Je crois qu'il s'agit peut-être des affabulations tout simplement. L'UDPS, nous avons notre autorité de référence qui est le président de la République. Il ne peut pas bypasser son parti politique, il ne peut pas les contourner. Les cadres du parti qui sont en train d'occuper des postes de responsabilité aujourd'hui, ils les sont parce que c'est le parti qui les avait désignés. Et les présidents les a nommés. Donc on ne peut pas considérer aujourd'hui que les présidents ne considèrent pas ce qui s'est fait au niveau du parti, de notre parti, parce qu'il y a des dissensions, parce qu'il y a des querelles. C'est vrai, ça ne plaide pas en notre faveur, dans la mesure où nous avons besoin d'un parti serein, d'un parti compact pour accompagner les chefs de l'État. Mais je suis contre ceux qui pensent que ces dissensions sont en train de fragiliser justement l'action gouvernementale. Est-ce qu'on fait semblant de le reconnaître parce que c'est sur un plateau de télévision? Non, mais je dis que nous ne jouons pas le rôle qui est le nôtre d'accompagner le chef de l'État, mais nos dissensions n'ont aucune incidence sur la gestion de la chose publique. Parce que nous avons nos représentants qui sont là, ils sont en train de mettre à exécution. Mais qui sont en train d'évoluer maintenant désormais comme des électrons libres, parce que personne ne va les interpeller. Kabouya est accepté par certaines personnes, d'autres ne le reconnaissent pas. Ne faisons pas de l'amalgame. Il y a l'IGF qui est là pour veiller à ce qu'il y ait une gestion orthodoxe. Mais le parti a aussi un rôle à jouer lorsqu'il y a un membre qui vient du parti, non? En effet, mais il y a des structures étatiques qui sont là pour veiller à ce qu'il y ait une gestion efficiente. Mais le parti a également sa part de responsabilité. Le parti accompagne ses fils qui sont aux affaires à travers des suggestions, des propositions, mais aussi en leur en faisant des recadrages. Hein, par exemple, pour qu'il n'y ait pas des dérives. Vous comprenez? Parce que ça va éclabousser cette vision et le slogan de l'UDPS, le peuple d'abord. Et lorsqu'il n'y a personne, ils évoluent comme des électrons libres. Pas du tout. Alors, aujourd'hui, il y a des Congolais qui donnent raison à Jean-Marc Kabunda Kabou, qui l'avait dit en son temps, un parti des jouisseurs. Jouisseurs par rapport à quoi? Par rapport à l'évolution de choses. Quelle évolution de choses? Je vous rappelle que la gratuité de l'enseignement est vous vous appuyez tellement sur la gratuité qui est... S'il vous plaît, c'est... Non, attendez. C'est une disposition légale. C'est la Constitution qui consacre bien sûr la gratuité. Alors, depuis 2006, qui avait commencé d'ailleurs avant. Mais ça n'a jamais été appliqué. Mais ça avait commencé quand même. Il y a quand même des écoles ça n'a jamais qui ont été léguées dans le cadre de cette gratuité. On n'a jamais vu ça. Moi, je suis à Kinshasa, je vis ici. Mes enfants étudiaient dans des écoles officielles, ils ne bénéficiaient pas de cette gratuité, donc ça n'existait pas. Donc, nous ne sommes pas un parti des jouisseurs, nous sommes un parti de ceux qui sont venus aux affaires pour matérialiser la vision, le peuple d'abord. Et à travers notre agir,
vous n'allez pas me contredire qu'il y a des actions qui sont posées. Il y a les peuples d'abord. Est-ce que les actions sont vraiment au Madame, profit vous faites semblant ou vous ne voulez pas reconnaître le peuple d'abord. Alors, vous affirmez sur ce plateau que c'est le peuple d'abord. Écoutez, mais la gratuité de l'enseignement, qui en bénéficie? N'est-ce pas que c'est le peuple? C'est le peuple d'abord. La gratuité de la maternité, n'est-ce pas que c'est les peuples? Les constructions de routes, des rocades, etc. Qui vont en bénéficier? C'est nos populations, ce sont nos populations. Les peuples d'abord, ça veut dire que notre action doit avoir pour destinateur le peuple. Est-ce les actions par moi énumérées présentement ne sont pas profitables à notre peuple? Ce sont les actions que vous avez commencé à énumérer depuis le premier mandat. Non, il y a des exemples sont les gens, les faits sont là, démontrent que nous sommes en train de travailler pour le peuple. Madame, Monsieur, place à ce troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Jacqueline Nala, ça fait très longtemps qu'il est en liberté. Pourquoi depuis tout ce temps-là, il ne s'était jamais manifesté pour protester contre celle qui aurait été comme condition de sa détention au niveau des services de renseignement? Pourquoi il attend seulement ce moment? À quel parti politique appartient-il? N'est-ce pas à un parti politique qui est de mèche avec les Occidentaux, avec les Américains, avec tous les détracteurs de notre pouvoir? Donc ce qu'il y est, c'est tout simplement puisque il a appris, comme tout le monde, que le président public est pressenti, ou il serait même déjà accepté pour faire partie de l'équipe qui dirige le droit de l'homme à Genève. Alors il faut le salir en disant que dans son pays, il y a la dictature, il y a des tortures, les gens ne respectent pas les droits de l'homme. Pourquoi lui confier cette grande responsabilité-là? Mais il dit à tort, il ne suffit pas de dire le droit veut que celui qui dit quelque chose en donne de preuves. Le dire, mais ça risque d'être des imputations dommageables. Mais le dire sans rien prouver, c'est pas différent de Diongo et Mvouemba qui se sont présentés à Genève pour dire que Tshisekedi a tué, Tshisekedi a fait pendant que Tshisekedi était en Chine. Donc, c'est des délégations très simplistes qui n'ont pas de justification, qui n'ont pas de fondement. Le ministre de la Justice est en train de faire les efforts pour remettre de l'ordre dans ce secteur clé de la République. Vous savez, on a toujours dit que la justice élève toute une nation. Bien sûr, ce qu'il fait appel à des critiques. Je l'ai dit à quelqu'un avant-hier que les gens qui vivent des arrestations et de prévenus, ils ne peuvent jamais être contents d'un ministre qui veut que la justice soit administrée de manière légale telle que la loi l'oblige. Moi, j'apprécie la libération de prisonniers, du moins pour ceux qui étaient éligibles. Et j'encourage le ministre de la Justice de continuer sur cet élan, surtout de résoudre cette question de surpeuplement de prisons par des solutions durables, notamment par la construction de prisons modernes à travers la République démocratique du Congo. Car les libérations telles que ça se fait, ça ne suffit pas. Généralement, ceux qui disent que ce n'est pas une décision réfléchie, c'est de leur droit. Généralement, ce sont les gens qui sont derrière toutes ces arrestations, qui ne veulent pas que les gens recouvrent la liberté. Vous savez, on dit que la liberté c'est la règle, l'arrestation c'est l'exception. On doit privilégier la règle. Les gens doivent être libres. Bien sûr, quand quelqu'un commet des infractions, il doit être arrêté. Mais si le ministre n'a posé que les actes qui entrent dans ses attributions,
je ne vois aucun mal pour ça. Il y a beaucoup de familles qui se sont réjouies de la libération de ces plus de 1000 personnes de la prison de Makala. La prison, c'est un centre de rééducation et quand on rééduque, il faut dire que ce n'est pas tout le monde qui change au même moment. Même lui, le ministre de la Justice, lorsqu'il a autorisé cette libération, il a parlé aux prisonniers. Il leur a dit, si vous revenez sur vos anciennes habitudes, vous allez revenir en prison. Donc, c'est tout à fait normal, même si ils purgeaient toute leur peine, je pense que ce n'est pas tous les prisonniers qui devaient devenir de saints. Les malfrats pouvaient toujours revenir, mais leur place, en cette fois-là, c'est la prison et il n'y aura plus de circonstances atténuantes parce que ce seraient des récidivistes. 1885 prisonniers de Makala ont été remis en liberté le 22 septembre 2024 à Kinshasa, en présence du ministre de la Justice, M. Constant Mutamba, qui a d'ailleurs déclaré que cette opération s'inscrit dans un programme de désengorgement des prisons. Par contre, pour nous, nous déplorons les conditions dans lesquelles ces personnes sont libérées. Car comment peut-on libérer autant de personnes malades, dit-on, sans aucun dispositif d'insertion sociale, sans aucune prévention contre la récidive et sans aucun mécanisme de contrôle judiciaire. Il ne faut pas s'étonner que demain, certains délinquants libérés se livrent dans les règlements des comptes avec les gens qui les auraient entraînés en justice. Pour nous, il s'agit d'une opération de communication qui vise à maquiller les dysfonctionnements de la justice et la problématique de la surpopulation carcérale persistante. Donc, il faut créer des places. Il faut créer des places supplémentaires en construisant des établissements pénitentiaires dignes de ce nom et en réformant notre système judiciaire en profondeur. Donc, pour nous, il s'agit, pour le moment, c'est tout simplement un déplacement du problème. Donc, on a déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, tout simplement. Voilà. Les désengorgements tel qu'il est pratiqué par le ministre de la Justice n'est pas une solution. Il ne fait que déplacer les problèmes et tout en alimentant d'ailleurs la délinquance, parce que ces personnes libérées sont des délinquants qui vont certainement répandre leurs activités, qui vont certainement se retrouver encore entre les mains de la police et ensuite retour à la case départ en prison. Plusieurs arrestations signalées au sein de l'opposition. La semaine, l'opposition congolaise a fait un sit-in devant le ministère de la Justice pour dénoncer notamment l'arrestation de Seth Kikouni, l'arrestation de plusieurs détenus, dont notamment Jean-Marc Kabound, Mike Moukebaï. Est-ce aujourd'hui, Francis Chibalabala, c'est mal parti pour le deuxième mandat de Félix Tshisekedi en ce qui concerne le droit de l'homme? Voilà. Vous savez, madame, nous devons toujours faire le distinguo entre des infractions politiques. Bon, accepter le vocable, ça n'existe pas. C'est-à-dire des crimes de lèse-majesté, parce que vous avez offensé une autorité ou le président de la République, on vous prend, on vous jette en prison, et des infractions de droit commun. Lorsque vous commettez un fait qui est érigé en infraction, vous êtes passible de poursuites judiciaires. Et lorsqu'on vous poursuit, si ces faits sont réellement établis, on doit vous condamner et vous écrouer. Ceux qui sont arrêtés à ces jours, les sont parce qu'ils sont des prisonniers politiques ou parce qu'ils ont commis des infractions de droit commun. L'opposition parle d'un règlement de compte.
parce qu'ils avaient commis des infractions de droit commun. Mais l'opposition parle d'un règlement de compte. L'état de droit suppose que tous les citoyens doivent être soumis à la loi. Il n'y a pas d'hommes forts. Il n'y a pas de gens qui peuvent demeurer impunément en marge de notre société. Ça, c'est l'état de droit. C'est ça l'état de droit. Mais est-ce que l'état de droit, on peut parler de l'état de droit en RDC? Des infractions de droit commun. Parlons maintenant. Avant de continuer, vous voulez nous dire qu'à ce jour, il n'y a pas d'hommes forts en RDC? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'hommes forts en RDC? J'en veux pour preuve. L'ancien directeur de cabinet du chef de l'État a été arrêté, envoyé en prison. Ça n'a jamais existé dans ces pays. En fonction des conseillers du chef de l'État, de ministres qui ont été arrêtés. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intouchables. Tous nous devons être soumis à la loi. Lorsque vous commettez des infractions de droit commun, acceptez les conséquences qui vont en découler. Ne criez pas sur le toit parce que vous êtes opposant qu'il s'agit d'un acharnement, qu'il s'agit d'une arrestation politique. Non, comportez-vous dignement. Donc ça, ce sont des excuses faciles. Ils veulent nous pousser, c'est-à-dire pousser les présidents à fouler aux pieds les lois de la République. Non. Que deviendrait les lois de la République si elles sont tout le temps foulées aux pieds? Vous pensez que c'est pas ce qui se passe? Elles deviendront désuétudes, elles tomberont caduques. Donc, nous devons elles tomberont caduques lorsqu'il s'agit de l'opposition. Là, c'est une inquiétude de certains. Non, mais je vous ai donné des exemples ici. Non, mais combien aujourd'hui du pouvoir, de la majorité combien aujourd'hui de la majorité sont en prison? Parce que l'opposition compte déjà plus de 4 ou 5. Je me répète, ils le sont parce qu'ils n'ont pas respecté la loi. Des gens ont aussi droit à une liberté provisoire, comme c'est le cas avec certains du pouvoir. Non, mais écoutez, il y a des conditions pour qu'on vous accorde la liberté provisoire, même la libération conditionnelle. Si vous n'êtes pas éligible, doit-on seulement vous les accorder, les libertés ou la liberté, parce que vous êtes opposant? Alors, non. Maître Francis Chibalabala, vous voulez nous dire que les conditions sont souvent réunies pour ceux qui sont au pouvoir et non pas pour ceux qui sont dans l'opposition. Parce que Mike Moukeba, si je ne me trompe pas, ça fait quand même plus d'une année, hein, si je ne me trompe pas, qu'il est en prison. Mais écoutez, madame. Les conditions sont souvent rapidement, si je peux dire, voilà, réunies. Hein, non, mais pour vous savez, c'est ça. S'il vous plaît, vous savez que les ministres, par exemple, peuvent accorder la libération conditionnelle après que vous ayez séjourné en prison, vous ayez purgé une partie de votre peine d'autorité, quand vous pouvez en formuler une demande. La question que je vous pose, parce que j'inverse le rôle, est-ce ceux qui sont en prison, les opposants, qui ont été condamnés, qui ont purgé une partie de leur peine, ont-ils sollicité du ministre la libération conditionnelle? Moi et vous, on ne sera pas en mesure de répondre à cette question. Parce que nous ne sommes pas dans les secrets des dieux, nous ne sommes pas leurs avocats, nous ne sommes pas leurs proches. Il semblerait que certains ne sont même pas encore condamnés, ils ne connaissent même pas encore leur avocat. Ceux dont les dossiers sont en cours d'instruction, ils doivent attendre justement que soit, si les faits ne sont pas établis, ils seront acquittés. Si les faits sont établis, ils seront condamnés. Donc, ici, je ne peux pas considérer qu'un opposant ne commet jamais d'infraction. Un opposant, quand on l'arrête, il s'agit d'un règlement de compte, il s'agit de mesures de représailles. Non, le président de la République, lors de son accession à la magistrature suprême, il a commencé par libérer les prisonniers politiques que Kabila avait arrêtés. C'était un signal fort qu'il a lancé. En tant que démocrate, en tant que respectueux des textes, il n'y a pas un seul politicien qui peut aujourd'hui ouvertement dire s'il est détenu ou arrêté, c'est parce qu'il a critiqué la gestion du président de la République. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Vous pouvez m'en citer un seul? Je pose vous savez, là où s'arrête votre liberté commence celle des autres.
Je peux être président de la République, mais j'ai une réputation, j'ai un honneur à préserver, que j'ai construit brique par brique. Vous ne pouvez pas éclabousser mon image parce que vous êtes opposant. Lorsque vous alléguez de faits, vous devez en avoir le preuve. Si vous n'avez pas de preuve, là, nous sommes dans un contexte où vous êtes en train de ternir mon image gratuitement, vous êtes en train de faire des affabulations. Et les lois de la République ont prévu, justement, ont érigé ces comportements en infraction. Et lorsqu'on vous poursuit, vous allez crier un encernement. Non, non, on peut faire la politique sans violer les lois, sans insulter, sans diffamer, sans faire des affabulations. Alors, vous avez parlé de l'instruction, mais c'est devenu un comportement quand même inquiétant en RDC. Depuis un temps, les différentes instructions au niveau de la justice sont devenues publiques. On voit dans les réseaux sociaux, c'est comme ça que ça se passe. Les libérations. Maître Francis Chibalaba, les instructions des détenus. Non, en principe, depuis un temps, c'est devenu un peu public. On voit dans les réseaux sociaux les gens qui sont placés sur mandat d'arrêt provisoire, leurs instructions publiques, et bien filmées en présence même des... Bon, je ne vois pas un seul magistrat ou un OPJ, par exemple, pendant qu'il est en train d'instruire le dossier, en même temps en train de filmer. Vous savez, dans ces locaux, il y a parfois des avocats qui ont accès pour assister leurs clients. Si c'est un avocat qui est en train de filmer, ou c'est quelqu'un que, par exemple, les détenus ou la personne qui est poursuivie voulait qu'il soit là. Il a filmé, il a balancé dans les réseaux sociaux. On ne peut pas ici rejeter la faute à notre magistrature ou aux OPJ. Nous sommes dans une phase préjuridictionnelle. Selon la loi, cette phase est secrète. Nous ne sommes pas dans des tribunaux où l'accès dans la salle est autorisé. La phase préjuridictionnelle, l'instruction est secrète. Donc, nous n'avons pas vu les contenus de l'instruction, mais nous voyons par contre les images des gens qui sont en train d'être verbalisés. Donc, c'est vrai, on ne peut pas soutenir ces genres de pratiques, mais on ne peut pas non plus rejeter la faute à l'instructeur du dossier. Ça peut être un agent du parquet qui a ramené justement les détenus ou l'inculpé ou les prévenus, et peut-être cet agent-là qui a filmé pour balancer ensuite dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas le magistrat. Alors, comment est-ce que vous voyez la démarche du ministre de la Justice? Déjà, Maître Kabengele n'est pas du tout d'accord avec les actions de Maître Constant Mutamba qui tient à désengorger les prisons de la RDC en libérant certains détenus. Non, vous savez, dans notre pays, depuis un certain moment, la détention n'est plus l'exception. Elle est devenue la règle. Alors qu'en réalité, c'est la liberté qui est la règle et la détention en est l'exception. Pour de faits extrêmement bénins, on vous arrête, on vous envoie en prison. Ce que les gens oublient, la capacité de notre prison centrale ne peut pas aller au-delà de 10 000, 15 000 personnes. Et en dehors de ça, vous savez que l'État congolais est en train de saigner parce qu'il y a des gens qui sont en prison qui ne l'auraient pas dû l'être. Parce qu'ils doivent être nourris, ils doivent être traités quand ils sont malades. Et c'est l'État qui débourse de l'argent. On a vu autant de détenus malades. Est-ce que l'État débourse réellement l'argent? Il y a des centres de santé là-bas. Ils disent quand même qu'ils ne sont pas pris en charge. Moi, je ne peux pas condamner aujourd'hui la manière de faire du ministre. Pourquoi je ne peux pas condamner? Déjà, je ne sais pas, ces gens, comment ont-ils obtenu leur libération? Si ils ont obtenu du ministre la libération conditionnelle, je suppose qu'ils en étaient éligibles. Il y a des conditions, vous comprenez? Bon, si le ministre les a libérés, a-t-il violé la loi? Je pense non, parce que c'est dans son ressort d'accorder la libération conditionnelle lorsque les conditions, les conditions sont réunies. Bon, ces gens-là,
Certains disent qu'ils sont rentrés dans la cité, etc. C'est l'insécurité. Certains ont repris même avec les mauvaises habitudes. La prison, les anciennes habitudes, la prison a aussi le rôle de rééduquer. La prison de la RDC? Non, les prisons en règle générale. Mais la prison de la RDC ont aussi parmi leurs missions la rééducation. Mais vous conviendrez avec moi qu'il y a des prisonniers qui ont purgé leur peine. Il a été condamné, je prends un exemple, à 15 ans de prison. Il a purgé ces 15 ans. Une fois liberté, il récidive. Donc, récidiver, on ne peut pas imputer cette responsabilité au ministre. Mais certains ont estimé que, par exemple, les cas des Koulouna, pourquoi le ministre de la Justice, Constant Mutamba, n'a pas collaboré avec le service national? Non, mais écoutez, nous sommes dans un cas où le ministre ne peut pas marcher sous les plates-bandes des autres. Lui reste dans ses attributions. Il doit accorder la libération conditionnelle. Est-ce que Mme Kambaja est éligible? Si oui, on vous l'accorde. Que vous soyez Koulouna ou pas, sous d'autres cieux, même des criminels des grands chemins sont aussi bénéficiaires de libération conditionnelle. Mais certains décrivent maintenant la montée encore non, en les problèmes puissance de l'insécurité. Les problèmes ici, l'État doit sécuriser les citoyens. C'est la mission de l'État. Parce que même ceux qui étaient détenus, même ceux qui étaient, pendant que des Koulouna, certains étaient en prison, ces pratiques continuaient dans la cité. Donc l'État qui a la mission, la police, de sécuriser la population, doit bien faire son travail. Ne cherchons pas des boucs émissaires, voilà, parce que le ministre a fait ci, et voilà les conséquences sur le terrain, non. Madame, Messieurs, place à ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine, la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Monsieur le Président, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Luanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'Est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix tout en n'aliénant pas sa souveraineté, encore moins son intégrité territoriale. Dans cette optique, elle est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Luanda, que je soutiens fermement, qui promeut un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, tout en minimisant le risque de crise sécuritaire actuelle, que la crise sécuritaire actuelle ne dégénère en conflit régional. En outre, mon pays demeure ouvert à toute autre initiative de nos partenaires qui concourrait à l'atteinte de cet objectif. En tant que principal décideur au sein de l'ONU, cet organe doit intégrer des représentants africains parmi ses membres permanents avec toutes les prérogatives leur reconnues, notamment le droit de veto pour garantir une juste représentation géographique. Il s'agit là d'une question de justice
pour un continent dont le rôle dans les affaires internationales ne cesse de croître. Nous, Africains, tenons cette exigence avec la plus grande détermination. Enfin, je ne saurais conclure sans rappeler qu'après plus de 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité, la République démocratique du Congo se porte à nouveau candidate, soutenue par l'Union africaine et par la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, au poste de membre non permanent pour la période 2026-2027, lors des élections qui se tiendront à New York en juin 2025. La République démocratique du Congo a déjà occupé cette fonction entre 1982 et 1983, 1990 et 1991, période durant lesquelles elle a œuvré pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique et dans le monde. Une fois élue, la République démocratique du Congo entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité, participant à la revitalisation de la Charte des Nations Unies et contribuant de manière constructive aux débats et aux actions qui en découlent. Mon pays sollicite donc le soutien de tous les États membres en vue de son élection. En ces temps où le multilatéralisme est mis à l'épreuve, la République démocratique du Congo réaffirme son engagement indéfectible envers la communauté internationale, prête à assumer avec honneur et responsabilité la mission de forger un avenir où la coopération et la paix prévalent sur le conflit et la division. Nelson Mandela a dit, je cite, « Aucun de nous agissant seul ne peut atteindre le succès ». Fin de citation. Ainsi, nous tendons la main à chacun de vous, partenaires de longue date et nouveaux alliés, pour écrire ensemble ce chapitre crucial de notre histoire collective. Les États-Unis restent préoccupés par la crise humanitaire résultant du conflit dans l'Est de la RDC. Nous condamnons fermement la criminalité et la violence contre les populations civiles. Il n'existe pas de solution militaire à la crise dans l'Est de la RDC. Nous soutenons les efforts diplomatiques africains tels que le processus de Luanda et le processus de Nairobi. Nous encourageons les gouvernements de la RDC et du Rwanda à poursuivre leur engagement et à poursuivre aussi les négociations pour mettre fin à ce conflit. La visite à Kinshasa en novembre dernier de la directrice du renseignement national, Ariel Haynes, et de la secrétaire adjointe du Bureau des Affaires africaines, Malifi, font preuve de notre engagement. Alors, comment est-ce que vous aviez accueilli le discours du président de la République devant le Conseil des Nations Unies? Bon, avant de répondre à votre question, je commence par féliciter la rhétorique du président de la République depuis qu'il a pris ses quartiers au Palais de la Nation. S'agissant, bien entendu, de la guerre qui sévit dans la partie est de la RDC. Le président de la République ne s'est pas dédié. Il est resté dans ce qu'il a toujours décrié. Tous savons que nous sommes victimes d'une guerre qui nous a été injustement imposée par le Rwanda à travers son bras séculier qui est le M23. Donc c'est les supplétifs du Rwanda. Et Kagame, c'est lui qui est en train de tirer les ficelles des sévices que nos populations sont en train de vivre dans cette partie de la RDC. Et le président de la République, en tant que les premiers du Congolais, ne pouvait que dénoncer ces modes opératoires de Kagame qui, au lieu de militer pour la paix en Afrique, est à la base des déchirements, des guerres qui sévit notamment dans notre partie est à l'est de la RDC. Donc les présidents, et c'est vrai, il est vent debout contre cette agression,
militairement, il a pris des dispositions pour bouter hors de nos frontières les M23, mais il est resté, il a ouvert quand même une brèche par rapport à tout autre moyen qui seront des natures, bien entendu, des natures à ramener la paix dans cette partie de la RDC. Donc j'ai salué le discours du président, il est resté ferme, droit dans ses bottes par rapport aux précédentes positions qu'il a toujours affichées contre Kagame et aussi contre certaines puissances qui soutenaient Kagame. Donc, alors, devant plusieurs pays, le président de la République, Félix Tshisekedi, a quand même appelé au soutien des autres pays membres pour la candidature de la RDC comme pays non permanent, voilà, du Conseil de sécurité. Mais une démarche déjà désapprouvée en RDC par plusieurs opposants. D'un côté, Matata Mponyo, de l'autre côté, on a Ados Ndombassi, on a également Moïse Katumbi qui n'est pas d'accord avec la démarche de Félix Antoine Tshisekedi. Non, je crois que vous vouliez dire par rapport au Conseil des droits de l'homme. Au Conseil, oui, de notre candidature, voilà, la candidature de notre représentant. Bon, je crois que je suis heureux parce que les Congolais ont compris maintenant. Avant, c'était de manière voilée, mais aujourd'hui, c'est à découvert qui sont réellement les ennemis de la RDC. Comment ça? Mais lorsque vous combattez la candidature de votre pays. Mais ils estiment que la RDC n'est pas encore à mesure d'aller siéger. Travaillez-vous pour ou contre votre nation? Vous savez, ce qui a fait que notre pays aujourd'hui, sa voix, soit entendue, c'est parce que nous sommes revenus pratiquement dans toutes les organisations internationales. À une certaine époque, nous étions aux abonnés absents à cause de manque de cotisation, etc. Vous comprenez? Les décisions de ces mondes sont prises au sein de ces organismes internationaux, au sein de ces organisations internationales. Mais lorsque vous n'êtes pas représenté, qui portera votre voix? C'est ça le grand problème. Et vous voyez des compatriotes qui disent aimer le pays, mais combattre leur propre candidature. Vous pensez que ça c'est une occasion en or pour la RDC parce que les élections c'est pour l'année prochaine et la RDC devra donc siéger en 2026. Non, je suis content aujourd'hui parce qu'ils se sont fait démasquer eux-mêmes, que ce sont des ennemis de la RDC. Donc c'est quand là, Katumbi, Matata Mponyo, les autres... Vous savez, nous sommes agressés aujourd'hui. Combien de fois ont-ils fermement condamné l'agression dont nous sommes victimes? Il y a eu une certaine complicité qui ne dit pas son mot. Donc, vous voulez dire que les opposants connaissent quelque chose de... Combattre notre candidature... De la situation de l'Est, c'est ça? C'est la prouve à suffisance qu'ils sont en train de rouler pour des ennemis de la RDC. Ils ne sont pas en train de rouler pour nous. Mais qu'à cela ne tienne, notre candidature passera et nous aurons un représentant à ces niveaux. Non, mais nous avons cette assurance parce que, vous savez, les présidents, moi j'ai toujours dit, les chanceux. Chanceux? En dépit des combats qu'il a eus depuis qu'il est chef de l'État, il tient toujours et il est en train de conduire notre pays à bon port contre vent et marée. Et je crois qu'au-delà du fait qu'il est en train de bien travailler, mais il y a aussi un accompagnement spirituel qui permet de mettre en difficulté les ennemis de la RDC. Alors, vous parlez des vents et marées. Hier, on a incriminé le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila Kabange comme un blocage aux actions du président de la République aujourd'hui qui bloque. Rien ne bloque. Rien ne bloque. Le train est en marche. Et en marche et est en train d'être conduit à bon port. Ok. Est-ce que vous voulez dire que d'ici la fin de l'année, les Congolais, qui aujourd'hui, selon certains opposants, sont en train de rejeter Félix Antoine Tshisekedi... Non, non, je crois que c'est faux. C'est faux parce qu'il a fait 73% lors des élections. Mais certainement qu'il regrette. Écoutez, il regrette de l'avoir accordé les 73%. C'était un triomphe. Le même opposant qui ne voulait pas objectivement apprécier les actions du chef de l'État ont été
sont tombés des nues lors des élections passées. Ils ont été candidats. On a vu les scores qu'ils ont obtenus. Donc, le chef de l'État a été voté avec 73% de voix des Congolais. Nous avons vu l'effervescence qu'il y avait dans le chef des Congolais lors de ces votes. C'est la preuve à suffisance qu'une poignée de gens ne représente pas la totalité de la population. La population n'est pas dupe. La population n'est plus manipulable comme c'était le cas avant, où les opposants orientaient même les avis de la population. Alors, Francis la population Balabala, qui est en train de vivre des bienfaits des actions du président ne partage pas ces points de vue. alors, dites-nous sincèrement, le deuxième mandat de Félix Tshisekedi, est-ce que les lignes bougent? Mais écoutez, dites-nous sincèrement. je vous rappelle que ce gouvernement vient d'avoir 100 jours. Alors, les 100 jours. Je vous rappelle seulement. Oui, 100 jours. Ce gouvernement vient d'avoir 100 jours. Les 100 jours du gouvernement. S'il vous plaît. Moi, je ne suis pas en train de faire les bilans, en train d'évaluer les gouvernements. Dans 100 jours, il y a des ministres qui se sont illustrés. Lesquels? Par des actions des grandes envergures. Lesquels? Il y en a aussi qui ont fait du surplace. Lesquels? Non, moi je n'ai pas le baromètre pour déterminer qui. Mais vous avez quand même vu que certains ministres se sont L'opinion est en train de voir et est convaincue qu'il y a des ministres qui ont bien travaillé. Vous ne voulez pas avoir des problèmes, c'est ça? Vous ne voulez pas dénoncer ceux qui ont fait le surplace? Si vous m'aviez demandé de venir ici pour déterminer quels sont les ministres qui ont bien travaillé, ceux qui ont mal travaillé pendant les 100 jours, je l'aurais bien fait aisément. Mais je ne viens pas ici pour parler de... On comprend bien que c'est une question qui vous met mal à l'aise, on comprend. Alors dites-nous, le président est dans tous les fronts pour la paix dans l'Est de la RDC. Il y a eu même l'état de siège qui a été décrété dans 2 provinces de la partie Est pour la paix. On voit également les militaires qui sont engagés, mais il y a toujours des villages qui sont occupés. Aujourd'hui, qu'est-ce que la RDC n'a pas encore fait? Parce qu'on a vu même les recrutements à un moment. On a vu ce sang chaud, les jeunes qui sont allés pour servir sous les drapeaux. Alors, qu'est-ce que la RDC n'a pas encore fait? Parce qu'on a l'impression, bon, les Congolais ont l'impression que les choses ne bougent pas du tout pour une paix durable. Excusez-moi d'inverser encore le rôle. Je vous poserai peut-être la même question. Qu'est-ce que les Ukrainiens n'ont pas fait? Il s'agit d'une guerre. Nous savons quand ça commence. Mais quand ça se termine, la RDC est on ne championne peut pas en faire des prédictions. Vous ne pouvez pas vous démarquer. La RDC ne peut pas se démarquer des autres pays. S'il vous plaît, nous sommes en train de nous battre contre l'agression injuste du Rwanda. Nous leur donnons du fil à retordre, ça c'est une réalité. Sinon, ils auraient conquis toute la province du Sud Kivu, la province d'Ituri, etc. Alors qu'en est-il? Mais, s'il vous plaît, il est certes vrai qu'il y a des villes et des villages qui sont encore dans les girons du 1-23, mais nous ne sommes pas non plus en train de croiser les bras. Nous sommes en train de nous battre pour les reconquérir. Il s'agit d'une guerre, nous nous battons. Nous avons notre armée qui est vent debout. Nous l'avons équipée, nous avons des arsenaux de guerre impressionnants. L'État alloue de moyens colossaux pour notre armée aujourd'hui, grâce à la loi de la programmation militaire. Donc ici, nous sommes sur le front en train de nous battre. Et entre-temps, il y a quand même vos collègues qui demandent qu'on puisse revoir quand même cet état de siège. Hein. Non, c'est leur opinion, parce que je ne peux pas les empêcher de mettre un avis. Mais je crois que l'état de siège a porté ses fruits. Il y a quand même beaucoup d'avancées sur le plan sécuritaire dans les provinces où l'état de siège ont été décrétés. Donc, les états de siège ont été décrétés. Donc, ici, on ne peut pas conclure qu'il s'agit d'un fiasco. Non. Alors, c'est complètement fini, mais quand même, cette question, dites-nous en un mot, le président Félix Tshisekedi avait promis de fermer les cachots de la NER, des NIAP, mais jusque-là, ça inquiète plus d'un Congolais. Encore une promesse. Vous savez, les promesses des campagnes, ça c'est d'abord, je suis dans un principe, ne sont pas toutes tenues à travers le monde. Obama avait promis de fermer Guantanamo, mais jusqu'à ce qu'il a fait ses 10 ans, et c'est 8 ans aux États-Unis, il n'a jamais fermé Guantanamo. Il y a des promesses de campagne, il y a aussi des réalités sur le terrain. Déjà, nous avons des problèmes. Donc, s'il faut que tout le monde aille en prison, voilà.
nous nous retrouvons dans une surpopulation carcérale. Donc, le président, ce qu'il a fait, il a quand même humanisé nos services d'intelligence, nos services de renseignement. À l'époque, tous savions des sévices que les gens subissaient lors de leur passage dans ces géoles. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et à quand la RDC, l'Allemagne de l'Afrique? Et ça sera... C'est un processus. Nous sommes sur la voie, donc ça va arriver un jour. Alors, c'est complètement fini. Dites-nous quand même en un mot votre regard en tant que leader de la jeunesse actuelle qui est considérée comme l'avenir de demain de la RDC. Voilà, je demanderai à la jeunesse de réfléchir sur son devenir, sur son avenir. Que notre jeunesse ne se laisse plus manipuler comme c'était le cas à l'époque. Que notre jeunesse ne soit pas la sorte de politiques qui n'ont aucune vision d'encadrement de la jeunesse. Il y a des politiques qui utilisent les jeunes pour des fins immorales. Il y en a aussi qui sont là pour encadrer les jeunes. Donc les jeunes doivent réfléchir auprès de qui ils doivent évoluer. Ils doivent réfléchir sur leur avenir. Comme on dit, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Ils doivent se mettre en tête que nous allons passer. C'est elle, cette jeunesse, qui va nous remplacer aux affaires. Donc, elle doit se préparer par rapport à son avenir. Alors, c'est complètement fini, Francis Tchibalabala. Vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui a eu le plaisir de vous suivre aujourd'hui. Liko Fiatchangou, ça tient toujours ou c'est du passé? Voilà, moi c'est Francis Tchibalabala Mukunaï. Ça, c'est un sobriquet qui m'a été donné par mes électeurs. J'espère qu'ils n'ont pas trouvé un autre sobriquet jusqu'ici. Je demanderai à mes électeurs d'être patients. Nous connaissons les problèmes qui les chagrinent. Et nous sommes leurs porte-voix. Ils nous ont envoyés à l'Assemblée nationale pour faire le job pour lequel ils nous avaient élus. Et nous allons bien le faire pour leur bonheur, bien entendu. Que nos électeurs nous accompagnent dans toutes les actions que nous sommes en train de mener, que ce soit dans les cadres formels ou informels, parce qu'il en va de notre bonheur à nous tous. Moi, je vis à Massina jusqu'à ce jour, je vis avec la population, je partage leurs peines, je partage leurs joies. Ah, vous n'avez pas quitté les coins? Je n'ai pas quitté, je suis sorti de Massina pour ici, pour votre émission. Donc c'est pour dire que nous partageons la douleur de nos électeurs et ceux-ci doivent nous accompagner dans cet élan de la recherche de leur bonheur. Il est certes vrai que le changement ne sera pas total. C'est un processus, le changement. Nous sommes dans un processus, mais nous allons nous battre pour qu'un temps soit peu, la situation qui les chagrine trouve des solutions efficaces et durables. Donc on peut dire aussi l'Allemagne, RDC, Allemagne, l'Afrique, c'est un processus. L'Europe a été construite pendant 4 siècles. Madame, Messieurs, c'est complètement fini pour notre rendez-vous de ce dimanche. Je rappelle que notre invité est député national, Francis Tchibalabala, ancien vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, premier vice-président du caucus des députés nationaux de Kinshasa, cadre du parti présidentiel UDPS et membre également de l'Union sacrée de la nation. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Madame, Messieurs, de nous avoir suivis. Je ne cesserai de le dire, Info 7, une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de nous avoir suivis. Et restez toujours fidèles à Congo Web Télévision, la chaîne haute définition. Et n'hésitez pas de nous contacter via toutes les plateformes numériques. On se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro. Au revoir.